Aujourd'hui, suite d'une vidéo qui vous avait beaucoup plu, on avait parlé dernièrement des effondrements de valeur depuis cet été, et bien dans cette vidéo on va s'attaquer aux bonnes nouvelles et on va parler des plus fortes progressions marchandes. Salut tout le monde, c'est TMF et avant toute chose rappelons les règles de cette vidéo. Les progressions vont être jugées en valeur, c'est-à-dire que les gros joueurs vont logiquement être avantagés. Si vous avez un pote qui était estimé sur le marché à 10 € et qu'aujourd'hui il est estimé à 100 000 €, c'est une progression spectaculaire, félicitations à lui, mais en attendant il ne sera pas présent dans le classement. Ensuite, sur les valorisations, on va regarder les évolutions entre maintenant et l'été 2025. Ça veut dire que ce sont des progressions qui sont relativement récentes. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai des valorisations sur des périodes un petit peu plus longues, mais pour le moment, je me concentre sur ce qui me permet de faire une sorte de bilan de mi-saison. Enfin, sur la provenance des données, tout vient du site Transfermarkt, qui est la référence en la matière. Je ne vous rappelle pas l'anecdote de l'utilisation de la DNCG que j'avais fait dans la précédente vidéo. C'est évidemment des estimations qui sont critiquables, mais comme n'importe quelle estimation au final, il n'y a aucun modèle qui est parfait, donc autant utiliser ce qui est communément admis comme étant la valeur la plus fiable du marché sur le foot. Et puis dernier point, je vous montre ici les plus grosses valorisations dans l'ensemble. Vous voyez beaucoup de joueurs et je me réserve le droit de zapper certains joueurs par sensibilité personnelle ou simplement par connaissance. Par exemple, Saïd El-Mala, c'est un joueur que je me suis noté comme étant un des éléments que je dois scouter spécifiquement. Au cours des prochaines semaines, je vais me faire beaucoup de rattrapage sur lui, mais j'ai un petit peu loupé l'observation spécifique de son début de saison et j'ai pas envie de parler d'un joueur que je connais personnellement pas trop. Donc évidemment, il y aura des choses à redire dans ma sélection, mais ça pourra amener une seconde vidéo peut-être pour essayer de combler un petit peu les trous et les éléments que j'ai pas évoqués au cours de celle-ci. Donc on va parler de joueurs qui prennent de la valeur. J'ai une nouvelle fois sélectionné des cas qui sont très différents, des cas avec lesquels je suis pas d'accord même, j'ai envie de vous le dire tout de suite, et ça va nous permettre en fait d'avoir des enseignements différents sur les dynamiques de marché, un peu à la manière des joueurs qui avaient vu leur valeur chuter. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. C'est la plus grosse progression marchande depuis cet été dans le monde du football. Il joue au Bayern Munich et malgré tout, il a récemment dit que son rêve c'était aller du côté du Real Madrid. Je parle bien évidemment de Lennart Kärl qui a vu sa valeur passer par une augmentation de 3900%. En bref, il valait rien et désormais, il est dans les meilleurs milieux allemands en termes de cote. On regarde sa carrière. C'est un joueur qui débute dans le monde professionnel avec une mi-temps en Coupe du Monde des clubs et auparavant, c'était de l'apparition en Youth League. Cette saison, déjà plus de 1000 minutes de jeu grattées sous Vincent Kompany, avec notamment 7 titularisations en Bundesliga. Alors c'est un véritable phénomène et il fait partie de cette jeune génération de joueurs qu'on a du côté du Bayern Munich. Il y a Pavlovic, il y a Musiala et désormais il y a aussi lui, ce qui laisse à penser que si tu es supporter du Bayern, normalement si tout se passe bien, tu vas connaître de prochaines années qui seront absolument formidables. Ici on parle d'un joueur qui évolue au poste de meneur de jeu. On l'a vu entouré de Gnabry, de Michael Olise ou de Luis Diaz suivant la concurrence, derrière un Harry Kane qui est le buteur prolifique qu'on connaît, et ici il fait parler tout son talent en termes de capacité à faire jouer ses coéquipiers. Ses statistiques vous montrent bien un joueur qui est pertinent à la passe, au dribble, et globalement dans un petit peu tout, c'est à voir sur la longueur, mais il débute extrêmement fort. C'est pas étonnant de le voir être la plus grosse progression depuis cet été en termes de valorisation, parce qu'il coche à peu près toutes les cases, il est très très jeune, il part de nulle part quasiment, donc forcément c'est un joueur qui va pouvoir avoir mathématiquement une augmentation très forte. Il évolue au Bayern Munich, il a un poste qui est un petit peu sexy, une nationalité qui est porteuse, reste à voir la suite, mais ça frappe fort d'entrée. Arda Güler a doublé de valeur depuis cet été et j'ai envie de dire que c'est la preuve que parfois la patience paie. Débarquer quand tu es jeune dans un grand club, c'est toujours un gros challenge. T'as des chances de te faire broyer par une machine beaucoup plus grande que toi. On va parfois recommander de partir en prêt. Eh bien vous savez quoi, Arda Güler il n'est pas parti en prêt, il est resté du côté du Real Madrid et sa valeur marchande, elle est aujourd'hui à 90 millions d'euros. C'est le joueur turc le plus valorisé et c'est même la 20e valorisation mondiale. On rappelle qu'été 2023
2003, il avait été acheté pour 26 millions d'euros. On peut donc dire que la bascule financière opérée par le Real Madrid s'annonce juteuse s'ils veulent le vendre, mais pour le moment, il est bien parti pour rester. Au niveau de la carrière d'Arda Güler, les débuts au Real Madrid n'ont pas été simples. C'est un joueur qui a passé une première saison à jouer très peu, et sur la saison dernière, il a gratté déjà pas mal de temps de jeu, mais il faut avoir conscience du fait qu'il a renversé la vapeur. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, il n'était pas utilisé au départ, et finalement, il a réussi à convaincre le technicien italien, à tel point qu'en fin de saison, il a fait partie des indispensables du club espagnol, et que l'arrivée de Xabi Alonso n'a pas changé ça. Alors on verra avec le nouvel entraîneur, mais en tout cas, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans cette équipe, et c'est la preuve que la patience paie, comme j'ai dit en introduction, mais c'est également la preuve que rien n'est impossible. Je sais que ça paraît un petit peu naïf de dire ça, mais quand tu regardes la concurrence qui est absolument monumentale du côté du Real Madrid, quand tu regardes le début de l'aventure d'Arda Güler du côté du Real Madrid, t'as beau savoir que c'est un talent qui est absolument énorme, il n'y a rien qui plaît dans sa faveur et t'as vraiment l'impression qu'il se retrouve dans une impasse. Et malgré tout, Arda Güler s'est imposé comme un joueur majeur du Real Madrid. Il est absolument excellent au cours de ses matchs. Je trouve qu'il apporte beaucoup à la créativité d'une équipe qui en manque parfois un petit peu. Alors je suis pressé de voir de quoi l'avenir sera fait, parce qu'on le sait, du côté du Real, tout bouge très vite. On le sait, du côté du Real, la concurrence est féroce, et on a par exemple eu un Rodrigo qui était vraiment mis au placard et qui aujourd'hui a retrouvé du temps de jeu. Est-ce que ça va se faire au préjudice d'Arda Güler? Pour le moment, le Turc résiste plutôt bien, mais c'est pas dit que ça se passe toujours aussi bien au cours des mois prochains. En tout cas, quel que soit le destin à court terme d'Arda Güler, on pourra dire qu'il a franchi une marche majeure dans sa carrière, et que contrairement à il y a par exemple 2 ans, s'il part du Real demain, ce sera par la grande porte, ce sera comme un joueur qui a réussi à s'imposer et à progresser du côté du club espagnol. Diomandé, c'est le gros pari gagnant du côté de Leipzig. On parle d'un joueur qui aujourd'hui est un ailier valorisé à 45 millions d'euros et qui a vu sa progression de valeur être à 2900%. Oui, ça ne veut rien dire, mais c'était déjà un pari à l'achat. Il avait été pris 20 millions d'euros après seulement une petite dizaine de matchs à Leganés, mais en fait, il surperformait dans les statistiques, ce qui a collé pas mal de scouts sur lui. Et en plus de ça, il a fait forte impression dans les matchs qui comptent. On le sait, quand tu es en Espagne, réussir un match face à un promu ou face au Real, au Barça, à l'Atlético, ça ne donne pas exactement la même exposition. Mais de toute façon, je le disais, pari gagnant pour Leipzig. Depuis le début de saison, il a d'ores et déjà des statistiques qui font largement l'affaire et qui répondent aux attentes, voire même mieux que ça. C'est 7 buts et 3 passes décisives en seulement 1000 minutes de jeu. Et on retient un joueur qui est un gros dribbleur, très rapide, qui score beaucoup, qui est à peine majeur. Que demande le peuple en fait? Il y a déjà des rumeurs comme quoi le Bayern Munich serait intéressé par lui. On a déjà des médias qui évoquent des sommes aux alentours de 100 millions d'euros. Alors je vais être honnête, je prends pas ça très au sérieux, mais le fait qu'il y ait des news là-dessus vous montre bien un truc, c'est qu'autour de Diomandé, il y a quand même un mouvement qui est en train de se créer, il y a quand même une hype qui est en train de monter. C'est un joueur qui aujourd'hui a même pas une trentaine de matchs professionnels, donc on va doser un petit peu et on va voir de quoi sera fait l'avenir. Mais en tout cas, il débarque très fort dans le monde professionnel, et dans un club comme Leipzig, en Bundesliga, avec son profil, il a absolument tout pour continuer à faire extrêmement mal. Donc à mon avis, ce sera d'ores et déjà une des attractions du mercato estival, alors qu'il vient juste de débarquer du côté de Leipzig. Waltmad est une des plus grosses progressions depuis le mercato estival, et j'ai envie de dire que c'est une vaste blague et qui peut remercier l'étiquette Première Ligue. En fait, aujourd'hui, il est valorisé à 70 millions d'euros. Auparavant, c'était 30 millions d'euros, une progression de 133%, mais en fait, il a été transféré cet été pour 75 millions d'euros. Donc forcément, sa valeur a été un petit peu corrigée pour coller à la réalité. Sauf que la réalité, faut prendre un peu de recul et voir comment ça s'est passé du côté de Newcastle. Tu voulais recruter Hugo Ekitike, t'as pas réussi. Tu voulais recruter Sesko, t'as pas réussi. Tu voulais garder Alexander Isak, t'as pas réussi. Tu voulais finalement beaucoup de choses qui ne se sont pas passées, et au bout d'un moment, le mercato il avançait, et t'avais besoin de te mettre sur une solution de remplacement pour l'attaquant que tu venais de perdre. Tout le monde sait que Newcastle c'est un club riche, Newcastle était dans l'urgence, c'est jamais dans le genre de conditions que tu fais les meilleures affaires, et donc tu te retrouves à poser une somme absolument massive sur Waltmad, mais je suis pas sûr honnêtement qu'il vaille réellement ce montant. Déjà c'est un joueur qui a une carrière derrière lui, qui est pas
un très jeune prospect, contrairement à certains que je vous présente. Il a 24 ans dans un mois, c'est pas un joueur qui va changer de dimension immédiatement. Ses débuts sont pas si mauvais, 18 matchs, 7 buts en première ligue, c'est par exemple mieux qu'Alexander Isak, mais les statistiques vous montrent qu'il n'y a rien de spectaculaire, qu'il n'y a rien qui justifie cette valorisation de 70 millions d'euros. Alors, je pense pas que c'est un joueur qui pour autant devrait valoir 30 millions d'euros sur le marché des transferts. C'était sa valorisation précédente, mais 75 millions d'euros collés par Newcastle, ça me semble davantage être un panic buy que quelque chose de vraiment représentatif de sa valeur. Je lance une petite pièce en l'air, je vous fais un pari, mais ça m'étonnerait pas que ce soit un joueur qui, d'ici quelques mois, soit davantage valorisé autour de 50-60 millions d'euros, ce qui en ferait un très bon attaquant, évidemment. Mais 75 millions d'euros, ça me paraît être une progression un peu trop brutale et qui colle davantage à ce qu'a fait le marché qu'à ce que vaut réellement le joueur. Au cours des derniers mois, Michael Olise a complètement changé de dimension, c'est devenu le 7e joueur le plus valorisé au monde, 130 millions d'euros, une progression de 30%. Pour rappel, il avait été acheté 53 millions d'euros par le Bayern Munich été 2024, un très beau coup. En fait, à l'époque, il faut se souvenir que ce qui interrogeait, c'était ses blessures. C'était un joueur qui en avait connu plusieurs sérieuses, qui l'avait empêché de déployer toute l'étendue de son talent sur les terrains de Première Ligue. Le Bayern s'était dit que c'était quand même un dossier qui se tentait, et on peut dire que ça a été un pari gagnant puisque médicalement le joueur se porte beaucoup mieux depuis. La saison dernière était exceptionnelle en Bundesliga, il avait été élu joueur de l'année, mais cette saison il repart sur des standards statistiques encore plus forts, ce qui explique que sa valorisation explose. 26 matchs, 12 buts, 12 passes décisives, honnêtement c'est le joueur du Bayern Munich à mon goût. On pourra me rétorquer Harry Kane, il faut avouer que l'anglais est une machine statistique absolument implacable, mais justement si on se penche sur les stats, c'est marrant de voir à quel point Michael Olise ratatine toute la concurrence, explose toutes les moyennes dans tous les secteurs. Il est devant en termes de duels gagnés, en termes de buts, en termes de passes décisives, en termes de passes réceptionnées. Bref, vous savez lire, je vais pas vous faire la totale, mais il faut se rendre compte aujourd'hui de ce qu'est Michael Olise. On a tendance en France à parler de Désiré Doué, d'Ousmane Dembélé, parce qu'ils évoluent au Paris Saint-Germain, de Kylian Mbappé, parce qu'il est au Real Madrid, mais il y a un autre joueur générationnel qui est français, il s'appelle Michael Olise. Aujourd'hui, il est en train de voir sa valeur exploser et ça retranscrit parfaitement ce qu'il montre sur les terrains. C'est pas un jeune prospect, c'est pas un actif joueur spéculatif comme il y en a pas mal dans les plus grosses valorisations. Non, c'est juste ici un mec qui est tellement en train de mettre tout le monde d'accord que forcément tu te dis que si demain un club veut le recruter, il va falloir poser beaucoup, et à mon humble avis, même s'il y avait un chèque de 130 millions d'euros sur la table, aujourd'hui le Bayern Munich refuserait et garderait largement le joueur. Vitinha a profité de ce que j'ai tendance à qualifier de prime aux champions d'Europe, c'est-à-dire que quand tu soulèves une Ligue des Champions, tu vois ta valeur marchande monter. Lui, il est passé à 110 millions d'euros, comme son coéquipier portugais, également au Paris Saint-Germain, João Neves par exemple, et ça fait partie des grands gagnants, parce qu'il avait déjà une très bonne valorisation, et en plus, il est suffisamment jeune pour que cette dernière progresse encore de façon massive. Si on prend un mec comme Ousmane Dembélé par exemple, il a été revalorisé, mais moins massivement, parce que Dembélé, il est pas si loin que ça de la trentaine, donc forcément ça te donne une sorte de plafond de verre sur la valorisation marchande. Alors Vitinha, ce qui est vachement intéressant, c'est que même si ça fait partie des plus grosses valorisations depuis cet été, c'est pas un joueur qui a fondamentalement changé de dimension. Il a juste confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Il a juste fait sa meilleure saison, mais c'est pas non plus une révélation. Je pense pas que des supporters du PSG ont découvert au cours de ces derniers mois que en fait Vitinha c'est un bon joueur. Sa carrière parisienne est déjà longue, il enchaîne les saisons depuis déjà pas mal de temps, et en fait sa progression de valeur c'est vraiment l'effet Coupe d'Europe. Ça reste le même joueur, et ce qui est autrement plus intéressant encore, c'est que je trouve que c'est un joueur qui fait partie d'une catégorie de joueurs qui valaient déjà extrêmement cher, qui a progressé sur le long cours. C'est un peu la même chose que Michael Olise, c'est-à-dire que c'est pas une explosion de valeur, c'est plutôt une progression logique par rapport à ses performances sportives, et c'est un peu ce que tu recherches dans les grands clubs avec les grands joueurs. En fait, quand tu es un grand club comme le Bayern Munich, comme le Paris Saint-Germain, comme le Real Madrid, évidemment c'est bien d'avoir des petits prospects qui explosent, mais en théorie t'es pas censé commencer la saison avec des rookies. Ce que tu veux, c'est faire venir les meilleurs jeunes joueurs chez toi, donc des joueurs qui ont déjà une très grosse valorisation marchande, et qu'ils arrivent à franchir cette toute dernière étape vers le top du top du top des joueurs de foot.
C'est le cas de Vitinha, donc franchement, valorisation à 110 millions d'euros, joueur portugais extrêmement valorisé, milieu de terrain extrêmement valorisé, il est dans le top 10 mondial à son poste, amplement mérité, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Les supporters de la Juve seront contents de voir Yildiz dans les plus grandes progressions marchandes, mais ils seront sûrement mécontents de la conclusion que je vais apporter en parlant du cas du joueur. Alors oui, Yildiz aujourd'hui c'est une valorisation à 75 millions d'euros, il a encore gagné 25 millions d'euros, c'est une valeur marchande qui le place dans les plus grandes progressions, mais ce qui est marrant c'est qu'il fonctionne par palier. Tous les 6 mois il prend un petit boost, c'est plutôt logique vu son temps de jeu, depuis qu'il a commencé en professionnel, il est omniprésent du côté de la Juventus, il joue beaucoup et j'ai même envie de dire qu'il surnage dans un effectif offensif qui est un petit peu triste et où le mercato n'a pas forcément arrangé les choses avec plusieurs échecs. Pourquoi je disais en introduction que ma conclusion ne mettrait pas les supporters de la Juventus en joie? Eh bien tout simplement parce que c'est un gros poisson dans une petite mare. Si on regarde les valorisations de la Juventus, Yildiz est très très loin devant ses coéquipiers, il est à 75 millions d'euros, le second c'est Openda, dont la valeur a déjà chuté, il était à 60 millions à son prime, mais à mon avis vu ses performances sportives, ça peut continuer de chuter. Et en fait, Openda, c'est la deuxième valorisation à 40 millions d'euros, c'est un monde par rapport à Yildiz. Et aujourd'hui, Yildiz est le seul joueur vraiment ultra valorisé du côté de la vieille dame. La Juve, son effectif complet est valorisé aux alentours de 550 millions d'euros. On a encore l'image de la Juve comme un grand club, c'est certes un grand club, mais c'est pas un grand effectif sportif. Comparé aux autres géants d'Europe, eh bien ça fait mal, t'es à plus de 2 fois moins qu'un PSG ou qu'un Barça, et t'es à la hauteur de clubs dont on parle bien moins, comme Aston Villa, Forest ou encore Newcastle. Et vous savez ce qui se passe quand un joueur a une valorisation qui est complètement déconnectée à celle du reste de l'effectif d'un club? Bah il se barre tout simplement. Alors c'est pas ce que je souhaite à Juventus, je pense que Yildiz a encore de belles années à écrire avec la vieille dame si jamais il est d'accord pour rester sur le long terme, mais mathématiquement quand t'as un joueur qui est quasiment au double de la valorisation marchande de tous ses coéquipiers, qui plus est extrêmement jeune comme c'est le cas de Yildiz, bah son destin c'est quasiment toujours le même, c'est qu'il se barre vers un plus gros club pour rejoindre des coéquipiers qui ont une valeur marchande à peu près équivalente, pas parce qu'il veut avoir une valeur marchande équivalente, mais parce que la valeur marchande elle sort pas de nulle part, c'est que ça montre un petit peu le talent d'un joueur et aujourd'hui ils disent bah il est peut-être un peu plus talentueux ou du moins plus prometteur que ce qu'est la vieille dame. Affaire à suivre, mais en tout cas, ce que disent les chiffres de valorisation, c'est que le destin, il semble déjà tout tracé. Peut-être qu'il restera 1 an, 2 ans, peut-être plus, qui sait, je le souhaite à la Juve, mais ça apparaît improbable. Mayulu est une grosse progression marchande dont j'avais envie de vous parler parce que si c'est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain, ça va aussi devenir paradoxalement un problème à moyen terme. Alors Mayulu aujourd'hui il est valorisé à 40 millions d'euros, c'est la 16e valorisation de Ligue 1, ça me fait un petit peu bizarre de me dire ça parce que je vois encore Mayulu comme un très jeune joueur, mais t'as pas plus de 16 joueurs qui sont plus valorisés que lui dans le championnat français et inutile de vous dire que dans les joueurs plus valorisés que Mayulu, il y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain. Un but en Ligue des Champions, ça te met évidemment sur le devant de la scène, mais Mayulu, il bénéficie d'autres choses. La prime aux champions d'Europe, le fait de sortir de l'académie du Paris Saint-Germain, qui mine de rien commence à devenir sacrément réputé, et le fait que depuis cet été, bah, sa valorisation elle augmente parce que son temps de jeu augmente. Il a la confiance de Luis Enrique, qui est un entraîneur qui est respecté. Généralement, quand tu arrives à convaincre Luis Enrique, le monde du football voit ça d'un bon œil, et Mayulu a donc une progression marchande qui est plutôt logique. J'ajouterais cerise sur le gâteau qu'on l'a vu dernièrement occuper des postes offensifs et que vous savez comment ça se passe dans le football, plus tu occupes un poste offensif, plus c'est facile d'avoir une très grosse valorisation. Il est très jeune, alors pourquoi je vous ai dit que c'était potentiellement un problème à moyen terme pour le Paris Saint-Germain? J'exagère en disant problème, mais un sujet, parce que Mayulu il a une fin de contrat en 2027. On a vu beaucoup de progression être en discussion, voire être actée du côté du PSG. Il y a des rumeurs autour de Dembélé, pour Fabien Ruiz ce serait bouclé jusqu'en 2029, Mayulu il fait partie des priorités, il fait partie des dossiers qui seraient en cours, mais cette hausse de valorisation, ça montre également que Mayulu il a changé de statut. Elle est terminée l'époque où Mayulu était juste un jeune Titi du PSG qui avançait timidement sur le terrain. Si aujourd'hui il n'a pas encore le niveau d'un titulaire du PSG, il a largement sa place dans le groupe et factuellement, avec les absences, avec
le fait que le PSG joue beaucoup de matchs, on peut quasiment dire qu'il est titulaire. C'est pas lui qui va être privilégié au départ d'une finale de Ligue des Champions si jamais t'as tous tes joueurs dispo, mais c'est un vrai joueur pertinent pour le PSG. Donc je suis curieux de voir à combien il va être prolongé en termes de salaire, parce que souvent la valorisation et le salaire, c'est quelque chose qui peut être lié. Quand ta valorisation explose, tu te doutes que ton salaire va exploser également. Où se situera-t-il dans l'équilibre parisien ? C'est la question, j'allais dire à 1 million, mais du coup à bien plus que ça. Terminé pour cette vidéo, j'aurais pu vous parler de plein d'autres joueurs, mais déjà cette petite sélection m'a permis d'aborder des sujets que je juge relativement différents et intéressants. S'il y a d'autres joueurs que vous jugez pertinents à évoquer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. De toute façon, que cette vidéo marche ou pas, je dois vous avouer que c'est un format que je trouve super sympa à faire, donc je pense que c'est un format que je développerai à l'avenir, soit en allant sur des joueurs que j'ai pas évoqués et qui auraient mérité leur évocation, mais je vais peut-être pas faire des vidéos de 4 heures, soit avec un angle un peu différent, que ce soit temporellement ou avec des focus, par exemple sur des joueurs français ou sur des joueurs évoluant dans tel ou tel championnat. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Voilà, moi je vous dis à demain pour une prochaine, kiffez bien, salut.